Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'acteur césarisé Niels Schneider à l'occasion de la sortie de la série d'espionnage Totem, disponible à partir du 18 février sur Prime Video. On met son petit compte à rebours. Une série française comme on en voit peu, épopée haletante en pleine guerre froide qui devrait vraiment beaucoup vous plaire. En attendant, Niels, ensemble on va parler échec, bid, fail et rebond. Hello, hello. Salut. Raconte-moi tout, ça commence ensemble, on va parler de tous ces jobs qu'on n'a pas. D'un en particulier parce que toi en tant qu'acteur, tu remets un petit peu ton titre en jeu à chaque audition. Ça commence en quelle année ton histoire ? Ça commence alors les échecs ont commencé vraiment bien avant, à la quoi. Naissance. Vraiment à la naissance, hein, vraiment. Oui, à la naissance. Mon premier gros échec, je dirais professionnel, c'était en 2011. Quoique j'étais quand même déjà bien rodé à l'échec, hein, c'est-à-dire j'avais déjà passé beaucoup d'auditions. Et à chaque fois ça marchait pas et c'était difficile de continuer à y croire, mais bon, là j'habitais à Montréal, j'ai quand même fait un film Les Amours imaginaires, et puis c'est comme ça que je t'ai connu, moi, c'est avec ce film là. Ouais, ça a été un tel carton. Ouais, en tout cas c'était un carton qui était vraiment soupçonné, quoi, parce que c'est un film qui s'est fait vraiment dans la vitesse, qui a été écrit en 2 semaines, tourné en 3 semaines plus tard. Ah putain, c'est fou, je savais pas ça. C'était vraiment à l'énergie, sans vraiment ni Xavier, ni Mania, ni moi s'attendaient vraiment que ça puisse avoir un écho quelconque, quoi. Bah quand t'as que 2 semaines pour te préparer un tournage, j'imagine que t'as même pas le temps de te dire que ça peut cartonner. Enfin, tu vois, tout va trop vite, quoi. Ouais. Un échec, c'est-à-dire que il y a un réalisateur qui m'a très connu, que j'admire énormément. J'avais vu tous ses films, c'était un rêve de travailler avec lui, et il m'appelle, il me dit Niels, viens à Paris pour passer une audition, et j'étais vraiment comme un fou, et puis forcément je me suis projeté, et puis on a dîné plusieurs fois, on parlait énormément, et à un moment j'ai senti un doute de sa part, et un jour j'ai appris finalement il me l'a même pas dit en fait lui-même, mais j'ai appris qu'il avait offert le rôle à quelqu'un d'autre, quoi. Et ça a été dur, quoi. C'était je comprends. j'ai vécu de manière assez dure, quoi, parce que tu perds confiance, et puis c'était. Puis tu sais pas les raisons en plus. Tu sais pas les raisons, tu le vis bizarrement, presque comme une humiliation. Mais après c'est un métier aussi qui est rempli de petites humiliations, quoi, constantes. Oui, il y a très belles choses, mais il y a des trucs très durs aussi. Ouais. Et non, mais il y en a eu d'autres. Je pense par exemple même à Diamant Noir, qui ça a été une fabuleuse expérience. Donc c'est là que t'as eu un César grâce à ce rôle. J'ai eu un César finalement grâce à ce rôle, mais c'était un film vraiment que j'ai adoré tourner. C'était une grande rencontre aussi avec Arthur Harari, et un rôle pour lequel je m'étais énormément mobilisé, quoi. Vraiment investi. C'est un film que j'étais très attaché, quoi, et j'en étais très fier de ce film. Et le film a été vraiment, vraiment Cannes, par exemple, on pensait tous que le film avait une chance d'aller au moins dans un grand festival. Le film a été rejeté partout, quoi, partout, à Cannes, à Venise, à Toronto, à Locarno, alors que t'avais eu un César, enfin ça présage non, le César est venu plus tard, quoi, Ah ok, c'est à l'inverse. Ouais. Autant pour moi, je suis pas calée dans. Et il y a l'échec, on décide que c'est un échec, en fait. C'est quelque chose qu'on décide. Complètement. Je pense. Tandis que rater une audition, finalement, c'est pas un échec.
C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est pour ça que l'échec, c'est la manière dont on le vit en fait. Si c'est un échec, parfois, je sais pas, il y a des gens qui se disent, qui pensent que ils ont une vie de winner. C'est une manière de se voir, et en fait ils sont, je sais pas, ils ont peut-être des vies minables quoi. Non, mais bien sûr. Et parfois, je sais pas, justement moi j'aime beaucoup la boxe par exemple, et je sais que il faut accepter de prendre des coups aussi, vraiment. Il n'y a pas un boxeur qui est un bon boxeur, c'est d'abord ça quoi. Si t'acceptes pas les coups, et tu peux pas boxer et être par exemple acteur. Il y a pas un acteur qui connaît pas le refus, le rejet. Tu dois faire accepter ça. Tu sais, tu parles de boxe. Moi, je pense à une nana. Alors, elle faisait de la MMA qui s'appelle Ronda Rousey. Tu vois qui c'est ou pas? Non, moi, c'est la boxe anglaise, mais. Bon, bref, c'était une championne et la nana, elle était invaincue. Et c'est devenu un peu, non seulement elle se le disait, mais on lui disait tellement que c'était un statu quo. Tu vois, je suis l'invaincu. Ouais. Et puis un jour, elle s'est tapée un KO. Ouais. La fin de sa saison, gros choc, elle en a fait une immense dépression parce que du coup, ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas connu l'échec qu'elle ne savait plus comment le vivre. Ouais. Et quand on connaît et qu'on se dit, ok, bon, ça, j'ai pas fonctionné comme je l'aurais pensé, mais ça te donne une résilience de malade. C'est hyper juste. Ça me fait penser aussi à un roman, j'ai oublié le nom. Ceci est une aventure, je crois. C'est un roman qui parle de Federer justement. Ok. Ah ouais, hyper intéressant. Et qui justement Federer, à un moment perd. Est-ce que ça déclenche comme fissure le fait de perdre et comme manque de confiance, et comme quoi c'est exactement la même histoire que tu racontes quoi. Je crois qu'il faut un peu beaucoup merder. Je pense aussi que ceux qui ont merdé, qui ont pris des coups, pour qui ça n'a pas été évident tout de suite, finalement sont plus solides quoi. Ouais, c'est de la persévérance comme métier. C'est de la persévérance. Moi, il y avait une phrase comme ça, je sais pas quand, je pense qu'on l'attribue à Churchill. C'était sa devise, il disait aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Ouais, c'est Churchill. Et c'est, je sais pas, cette phrase m'avait vraiment marqué parce que je dis c'est vraiment, c'est ça le secret quoi. C'est vraiment ça le secret, c'est de moi les essais que je peux, puis même je trouve que la chance en fait c'est a posteriori tout le temps, même personnellement en couple par exemple on peut s'investir dans une relation, y croire très fort et puis à un moment faire un constat d'échec, et c'est un monde, ça en est pas moins une belle relation, c'est un constat c'est un monde qui s'écroule. Et c'est difficile de se relever, mais je pense que dans une prochaine relation, finalement, elle peut nourrir cet échec-là, va faire que la suivante finalement sera plus belle, quoi. Et on apprend de certaines erreurs. Et t'es en train de faire la punchline de la leçon, donc je peux que valider ton message littéralement. Si on revient en 2011, donc ce moment où tu fais toutes ces auditions, en plus il y a un truc qui moi me marque dans ce que tu me racontes, c'est le fait que tu sois en plus, que tu adores le travail du réalisateur que tu as en face de toi. Avant même d'aller jusqu'à la fin de ton histoire et de se dire bon, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, comment on fait pour être face à quelqu'un qu'on admire tant et rester la tête froide, garder la confiance en soi nécessaire pour passer des auditions? C'est une vraie question qui sort un peu de la leçon, mais... j'ai pas la tête froide, justement. Ah ouais? J'ai la boule au ventre. J'y pense nuit et jour. Donc, tu me rassures un peu. Et tu sacralises tellement, justement, et t'as tellement peur de l'échec. En fait, hier, il y avait Jérôme Seul, justement, le réalisateur de Totem, qui parlait de Mitterrand, et quelqu'un lui demandait c'est quoi votre plus grande qualité, il disait l'indifférence, je crois. Il dit l'indifférence, le fait qu'il s'en fout finalement que sa grande passion ce soit la littérature plus que la politique, tout ça fait que il désacralise finalement la chose.
et il a pas peur d'échouer vu que et ça lui permet d'être. Ouais, il lâche prise un peu. Il lâche prise, ouais. Et finalement. Est-ce que tu crois que cette interview, et puis t'étais beaucoup plus jeune, enfin pas beaucoup plus jeune, pardon. Si, quand même. si, beaucoup plus jeune, parce qu'on est en 2022, mais est-ce que tu penses qu'à l'époque, t'avais du mal à prendre le recul nécessaire? Totalement, j'en avais aucun recul. Je me disais, ma vie peut changer, il faut que ça arrive, que ça arrive. Et du coup... Ah ouais, c'est terrible, ça met une pression énorme. C'est crispant, tu te mets une pression énorme, quoi. C'est ça, tu te dis, en fait, si j'ai réussi cette audition, c'est ma carrière qui décolle. Si je peux pas passer à côté, en fait, je peux pas. Il y a ce rendez-vous, il y en aura pas d'autres. Tu charges beaucoup trop, en fait. Tu mets beaucoup trop d'enjeux, quoi, sur une chose. Et du coup, l'échec devient inacceptable, quoi. Inacceptable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu comprends que ça va pas être toi qui va avoir ce rôle-là? Une sorte d'effondrement, quoi. Une sorte d'effondrement, un sentiment d'avoir été nul, de se dire il faut vraiment que je change de métier, quoi, trouver autre chose, mais quoi, tu sens ouais, t'as pas les idées claires du tout. T'as pas les bah oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on te dit autour de toi quand on parle, parce que j'imagine que t'as des copains, copines qui sont dans le même métier que toi, dans le même secteur, et qui ont peut-être du recul nécessaire. Ouais, mais autour de toi, qu'est-ce qu'on te dit? On essaie de te rassurer. Après, moi, j'ai été quand même entouré à cette époque-là, notamment par ma famille, mon père qui croyait toujours, qui a toujours vraiment cru en moi, vraiment. J'ai vu une anecdote sur le fait qu'il a pris un billet d'avion pour la soirée des Césars, et t'étais là, oh putain, je vais devoir le rembourser. C'est vrai. Tu peux me raconter ce moment-là, parce qu'il est drôle. Oui. Alors moi, j'étais persuadé que j'aurais pas le César, parce que Diamant Noir, c'était un film assez indépendant, un premier film. Il y avait des grosses pointures vraiment à côté, et c'était déjà vraiment un honneur d'être nommé. Ouais, j'imagine. Et puis mon père, il disait non, mais tu vas l'avoir. Je dis, mais papa, tu es fou. Moi, je profite de ma soirée. On va y aller cool. D'être là, on va faire la fête. C'est clair. Et il avait pris un billet de Montréal pour assister à la soirée, en me disant non, j'ai la soirée et tu vas l'avoir. Et je disais mais non, en fait papa, et en plus j'ai pas de thune là. Je vais me sentir responsable de lui rembourser son billet. Je vais regarder dans ses yeux la déception en direct. En plus dans ses yeux la déception en direct, parce que pour lui c'était vraiment il le voulait beaucoup plus que moi, quoi, là. Trop chou. Et c'était il était, quand je l'ai eu, moi j'étais bien sonné, et lui il était encore plus, quoi. Papa, c'est pas à toi d'aller récupérer le César, là, c'est à moi. Après, c'est pas non plus ça je sais pas, j'ai pas vécu non plus comme c'est pas ça les grandes victoires. Je trouve les grandes victoires, c'est quand même des victoires sur soi, quoi. C'est vrai, c'est ça, c'est de quand tu dépasses, par exemple, à ne plus avoir peur de certaines choses. Ça c'est des victoires. Et ça vient avec l'âge, avec quoi, à ton avis? Je crois que la confiance en soi, il faut à la fois la déclencher, je crois, d'abord soi, quoi. Ouais. C'est d'abord en soi, et ensuite il faut quand même, on n'est pas tout seul, quoi. Il faut que cette confiance, elle est quand même validée. C'est très dur d'avoir confiance en soi quand personne croit en toi. Et en même temps,
c'est compliqué de croire en soi quand personne croit en toi, et en même temps, si tu crois pas en toi, qui va le faire, quoi. Un peu. Ouais. Un peu. Ouais. Et je sais pas, moi j'avais une personnalité très très timide, quoi. Je suis toujours, mais beaucoup moins qu'avant. J'étais un enfant, j'étais bègue, quoi, vraiment. Je bégayais, c'était inimaginable de jouer au théâtre pour moi, de parler en public. Ouais. Mais ça, c'est une vraie fierté pour le coup. Maintenant. Ouais, exactement. Franchement. Ça, c'est vraiment des victoires. Parfois, je repense à comment j'étais gamin, totalement inhibé, rouge écarlate quand quelqu'un venait m'aborder. Moi, je suis un peu restée. Ouais, moi aussi, mais le fait de finalement si j'avais su que je jouerais au théâtre, devant une salle, devant 1000 personnes, devant 3000 à Avignon. C'est énorme. Il y a des acteurs, souvent c'était soit des comiques à l'école, des clowns qui aimaient attirer l'attention. Moi, c'était pas du tout ça, quoi. C'était pas du tout ça. Mais c'était un... Non, mais c'est trop touchant de voir ces petits enfants devenus grands qui se poussent vraiment à faire toutes les choses qu'ils n'arrivaient pas à faire enfant. Moi, je trouve ça toujours hyper touchant, et je pense que je me sens concernée comme beaucoup de personnes. Moi aussi, j'étais très timide, et surtout, je me disais que j'étais capable de rien, tu vois. Exact. Et de passer sa vie d'adulte à se dire, à se prouver à soi-même, pas aux autres, mais à soi-même, regarde, tu vas voir, je vais y arriver. Ça, c'est une belle victoire aussi j'imagine que tu dois être fier de tous ces films que tu fais, de tous ces challenges que tu repousses un peu. Je pense que moi, dans fait toute notre vie, j'ai l'impression que y a un truc de compensation, quoi. On compense. Freud valide. Certains manquent, ouais, c'est ça, et que jusqu'à, je sais pas, 17 ans, on rêve de ça, mais tout paraît tellement inaccessible, quoi. Et moi, je rêvais de me sentir libre, de me sentir à l'aise, d'avoir des grandes histoires et de romanesque. Et je pense que toute ma vie en tant qu'acteur, comédien, je le fais aussi pour le petit garçon que j'étais, totalement inhibé, Et j'imagine du coup aussi que quand ça fonctionne pas comme on voudrait, c'est une petite claque à l'enfant qu'on était en quelque sorte. Exactement. Quand t'es pas Mitterrand, parce que Mitterrand apparemment il maîtrise l'art de l'indifférence, mais bon. Ouais, c'est vrai. Parfois quand on perd confiance, ça nous ramène tout le temps à un jeune âge, quoi. On se sent c'est ça qui est dur. C'est peut-être une clé en vrai. Après, je pense que c'est toute une vie de travailler dessus, mais c'est peut-être l'une des clés de se remettre en selle et de grandir un peu à l'intérieur de soi et de prendre confiance en soi. C'est peut-être de se tourner justement vers ces réactions quand on le vit mal, en mode qu'est-ce que ça rappelle de moi, enfin de qui j'étais. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une clé pour avancer et pour mieux vivre les choses. Exactement. T'en penses quoi? Je trouve que c'est tout à fait juste, et puis je pensais aussi, parfois ce qui est dur avec l'échec, c'est par exemple, je faisais un peu de cheval à un moment, puis la première fois que j'étais tombé, je me souviens, je m'étais fait mal, et on m'a dit tout de suite remonte, faut pas rester sur et j'avais peur, mais le fait de pas rester sur un échec, quoi. Comme ça, c'était vraiment important. On a dit si tu remontes pas sur scène, si tu remontes pas en selle, tu remonteras plus jamais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une pièce de théâtre où les répétitions se passaient c'était très chaotique, quoi. Ça allait vraiment très mal, et il y avait énormément de conflits. C'était une ambiance de travail qui était vraiment très lourde. Il y a une actrice qui avait quitté la pièce 15 jours avant la première. La vache. La première était sans cesse repoussée, et je me sentais tellement pas bien que 2 jours avant la première, on faisait un filage, et je me suis évanoui sur scène.
Oh là là. Je me suis évanoui sur scène. Et puis trop d'émotions, de crise d'angoisse, ouais. Crise d'angoisse. Et j'étais parti et j'avais changé de numéro de téléphone. J'avais donné mon numéro à certains très proches. Ok. Et j'ai été dit j'arrête. Ah ouais, je change de vie, quoi. J'arrête, c'est terminé. En tout cas, je sais pas, non pas je change de vie, mais je jouerai pas. Je change de numéro de téléphone, ouais, quoi. Je change de numéro de téléphone parce que je voulais fuite, j'ai une sorte de fuite. Je voulais pas que la production m'appelle. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais je peux pas jouer cette pièce. Ouais. Je me sentais trop mal, quoi. Et je m'étais et c'est pas agréable pendant quelques jours, et justement je m'étais dit si j'en reste là, en fait, si je reste là-dessus, c'est-à-dire si je remonte pas vite sur scène, ça va être traumatisant. Ça va être et je risque de ne plus jamais jouer au théâtre, en fait, de ma vie. Ce qui est dommage parce que c'était quand même pas juste pour toi. Ouais. Et puis aussi, je pense que ça aurait été plus dur de te regarder. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui fait bien les choses et qui est droit. Et j'imagine que ce moment de terreur où on se dit je change de numéro, je peux plus. Enfin, c'est un burn-out, ça a dû être très violent. Ouais, c'est une sorte de burn-out, ouais. Mais je pense que tu as dû aussi te dire non, je veux pas finir les choses comme ça non plus, non. Bah c'est ça, ouais, c'est ça de dire ok, ça aurait été, t'en auras tellement chié. Et pour, au final, baisser les bras, ce qui aurait pu être compréhensible. Ouais. Parce que vraiment, c'était c'était vraiment physique, quoi. C'était vraiment dur. Et là, mon corps aussi le supportait plus, quoi. S'évanouir sur scène, c'est quelque chose qui n'arrive pas, quoi. Où tu t'appelles Molière et ça se termine pas très bien. Ah oui, c'est ça. Mais c'était pas devant un public, c'est en général. Ouais. Mais normalement tu tiens, quoi. Ouais, et là, même pire tu tombes après, mais pas sur scène. Ouais. Et j'avais tellement peur, quoi. Tellement peur que j'aurais pu être compréhensible d'arrêter. Et honnêtement, j'aurais pu arrêter. Je suis d'accord. Et mais je pense que toute ma vie, ça m'aurait j'aurais eu quelque chose d'amer, quoi. L'échec. Il aurait été là, l'échec. Il aurait été là, ouais. Aurait été là. Il aurait été là. Et j'aurais toujours gardé un sentiment d'amertume, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très souvent quand on parle à quelqu'un, tu sais, c'est un peu bateau, qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin et tout. L'échec, on le définit un peu sur j'ai pas eu ce job, et toi tu le disais d'entrée, et c'est hyper intéressant. En fait, j'ai donné la meilleure prestation que je pouvais donner à cet instant T, j'ai fait de mon mieux. Ouais. L'échec, il est beaucoup plus nuancé que ce que l'on croit. Bien sûr, même en fait, je me souviens d'une pièce aussi que j'avais jouée au Festival d'Avignon, qui est donc c'était à Cour d'honneur au Palais des Papes, devant 3000 personnes. Oh, quand même. Et c'est une grosse fête d'anniversaire, quoi. Ouais, c'est ça. T'imagines un peu la pression. Ouais. Et c'était un spectacle d'Angelin Prèche-Locage, le chorégraphe. Et on était 3 comédiens et c'était sa troupe de danseurs. Et on finit de jouer 2 heures de spectacle et on hurlait parce qu'il y avait on luttait contre le Mistral. Wow. Et les lumières s'éteignent. On n'entend pas une mouche voler. Moi, j'entends juste ma respiration essoufflée. Long silence pendant 10 secondes. Et là, j'entends une voix qui s'élève dans la salle. Dans la salle. C'était à l'extérieur, comme ça, j'entends. C'est consternant. Les haters dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et puis après ça, les applaudissements, et puis certaines personnes qui trouvaient ça nul, et d'autres qui disaient bravo, et c'était totalement électrique dans la salle, mais
Ouais, toi t'es là, je continue à donner mon énergie. Et puis toi tu joues le lendemain. Ouais. Et toi, déjà, tu dors pas de la nuit, et le lendemain, tu dis, ok, c'est pas fini, quoi. Il faut trouver l'énergie de se remotiver, de remonter sur le ring, quoi. Et l'échec, c'est et je me souviens, Angelin Presse-Jocage, il nous avait dit, est-ce que vous voyez, vous l'avez vécu comme un échec? Et vraiment, je répondais sincèrement non, parce que en plus, déjà à l'époque, j'ai pas vécu comme un échec parce que c'est une pièce qui m'avait énormément apporté, qui m'avait ouvert à un monde que je connaissais pas, celui de la danse, qui m'avait. Ça t'avait nourri, quoi. Ça m'avait nourri. C'était une rencontre aussi avec un texte, Laure Mauvigné, où je m'étais vraiment sorti grandi de cette expérience. Donc non, l'échec, c'est de perdre quelque chose. Et c'est finalement cette expérience m'avait amené vraiment quelque chose. Et puis en plus, la chance qu'on a eue, c'est que on l'a rejoué plus tard cette pièce à Chaillot, et du coup c'était un work in progress, et Angelin a fait des modifications dans sa mise en scène, et finalement le spectacle a gagné lui aussi. Ouais, c'est beau. Work in progress. La vie, c'est vraiment. Ça pourrait pas être que du yin s'il y avait pas un peu de yang une fois de temps en temps pour réaliser aussi ces beaux moments. Et j'imagine que quand on t'a applaudi vraiment avec le cœur, avec cette pièce-là, t'as dû te dire, eh ben Nils, t'as des balls d'être remonté sur scène et d'avoir tout donné, et que ça fonctionne de mieux en mieux. Ça devait être vraiment magique. Ouais, c'est d'autant plus gratifiant. Puis surtout que parfois tu sais pas trop à quoi t'accrocher, quoi, quand tu regardes en face de toi. Il y a des périodes comme ça où tu te dis, mais pourquoi je fais pas quelque chose de plus facile, quoi. Pourquoi je me mets en danger comme ça? Mais si tu devais dire un conseil un peu chouette au petit Nils qui rougit dès qu'on lui parle et qui se dit qu'il y arrivera pas et qui a pas confiance en lui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais plante-toi, t'as des ressources justement que tu soupçonnes pas, quoi. Et tombe, en fait, tu sais te relever. Tu sais te relever, puis tu vas apprendre à ça va bien se passer pour toi. Ça va bien aller, en fait. Ouais, c'est pas rien n'est très grave, quoi, en fait. J'espère que cet épisode avec Nils Schneider vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast et surtout suivre l'actualité du moment sur le livre La Leçon, Fiasco, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.